Chers téléspectateurs, merci de suivre Télé Tchad. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous vous amenons donc à la découverte du Tchad et de sa littérature. Nous avons comme invité un nouvel auteur, il s'appelle Monsieur Mahama Torbo Goukouni. Il a écrit un ouvrage intitulé L'osmose ou le miracle d'Idriss Déby Itno, Tchad de l'État néant à l'État émergent. L'ouvrage est paru aux éditions Al-Mouna en 2018. Bonjour Monsieur Goukouni. Bonjour Monsieur Jésuit. Je suis très content d'être invité sur ce plateau. Alors je précise que vous êtes un gendarme de formation, vous êtes même fils de policier, c'est ce qu'on lit sur votre biographie. Vous êtes né le 13 septembre 1961 à Fort-Lamy. Vous avez participé à de nombreuses guerres et vous avez connu le refuge, l'exil et même la prison. Vous avez assumé plusieurs postes de responsabilité, aussi bien militaires que civils. Vous avez dirigé plusieurs associations socio-culturelles et vous avez aussi publié une pièce de théâtre intitulée Kassara ou le vrai visage d'un pion, publié en 1981. Alors, Monsieur Mahama Torbo Goukouni, vous intitulez l'ouvrage L'osmose ou le miracle d'Idriss Déby Itno. Le mot osmose est un mot un peu rare. Quelle valeur sémantique lui accordez-vous? L'osmose ou le miracle, c'est-à-dire, je voudrais dire que, attirer l'attention de certains lecteurs, que l'osmose est déjà même en fait un miracle. Parce que le Tchad étant qualifié d'un état néant à un moment donné par Siradou Diallo en 1978, le Tchad s'est transformé grâce à cet homme miracle, de cet homme extraterrestre qui est le président Idriss Déby Itno, qui a réalisé quelque chose que personne ne pouvait penser ni imaginer à un moment donné du Tchad. Le Tchad étant qualifié d'un état néant, d'un état fantôme, où les Tchadiens même ne pouvaient même pas se regarder entre eux. C'est grâce à cette osmose, à cette synergie, à cette thématique que le Tchad est venu dans le concert des nations. Alors, en comparant donc le titre et le livre lui-même, le début du livre surtout, pas la totalité mais le début, le lecteur se confronte à une espèce de contradiction entre guillemets, parce que je prends ça entre guillemets, un gros titre, mais qui raconte l'histoire d'un peuple qui a connu beaucoup de misère. Oui. On trouve ça un peu... Non, c'est-à-dire que le gros titre, en fait, le livre est articulé sur trois paragraphes. L'essence même, la base même du livre, c'est démontrer comment le président Idriss Déby Itno a transformé ce pays-là. Mais avant de ça, il fallait planter le décor. Oui. Il fallait planter le décor comment? Écrire, montrer comment le Tchad était avant 1990. Donc d'où j'ai décrit un peu ma jeunesse juvénile de Fort-Lamy, puis N'Djamena, comment nous vivons entre-temps ensemble, comment le Tchad était là jusqu'en 12 février 1979 où la guerre a éclaté à N'Djamena. Et ce qui s'est propagé dans tout le Tchad. Vous décrivez un Tchad où il faisait bon vivre. Exact. Ou un Tchad où il n'y avait pas clivage nord-sud. Exact. Peut-on savoir à quel moment précis le tissu social a commencé à se dégrader? Et est-ce qu'on peut trouver qui en était le responsable? Il est évident que c'était très clair. C'est-à-dire à partir de 1978, il y avait eu le ralliement du Premier ministre Hissène Habré. C'est à partir de cette date précise que le clivage nord-sud a éclaté, qu'avec les innombrables tracts, avec les innombrables prises de machin, prises de bec. Et ça a commencé avec l'application et la non-application de la charte fondamentale, je crois, de Khartoum en 1978. Ainsi, le président Maloum et le premier ministre Hissène ne s'entendaient pas, et avec les innombrables tracts, comment on appelle, relativer le clivage nord-sud, chrétien-musulman, ainsi de suite, ça a apparu donc dès 1978, et que ce Siradou Diallo, ce n'est pas une prophétie pour moi. À l'époque, c'est une dénomination injurieuse pour l'État. Décrire un pays, une nation, comme état néant, c'était très grave. Justement, Tchad était néant, donc c'était un gros titre à la une du journal Jeune Afrique en mai 1978. Ce titre, vous le dites, aurait soulevé une vague d'indignation de la part des intellectuels et d'hommes politiques tchadiens. Mais pourquoi est-ce que ce titre était-il offensant
dans la mesure où la réalité le prouvait exactement. Non, la réalité ne le prouvait pas parce que le Tchad existait. Le Tchad existait, il y a la République, il y a l'armée, il y a tout. Donc seulement c'est un problème entre un premier ministre et un chef de l'État qui ne s'entendaient pas. En réalité, c'est se partager le pouvoir. Donc c'était un titre très injurieux. Dire qu'une nation est néant, c'est vraiment injurieux à l'époque. Mais peut-être que l'histoire lui a peut-être un peu donné par cette raison, parce que après quelques mois, peut-être 4, 5, 6 mois, je ne sais pas, la guerre a éclaté à N'Djamena. Et effectivement, on est venu d'une manière tout à fait logique à anéantiser l'État. C'est-à-dire que le Tchad était morcelé par 11 tendances politico-militaires, où il est difficile de voyager entre une ville et une ville, où les vieilles rancunes ont surgi, où l'État même n'existait même plus. Donc c'était ça. En réalité, c'était injurieux au début. Est-ce qu'il est justifié de dire que la déstabilisation du Tchad à partir des années 70 et 80, 70 et 80 dans la tranche là, voilà, était plutôt plus de la responsabilité des étrangers que des Tchadiens eux-mêmes? Est-ce qu'on peut le dire ainsi? On peut, d'une manière ou d'une autre, j'ai souligné quelque part dans le livre que les Tchadiens étaient en réalité, c'est eux les acteurs principaux. C'est ça. Mais il s'est avéré que les pays limitrophes ou même les puissances étrangères ont fait de telle manière que pour la division du Tchad. Parce que en armant, en organisant, en instrumentalisant des rébellions ou des autres tendances politico-militaires, ce qui signifie qu'ils sont absolument ipso facto, ils sont pour l'anéantissement du Tchad. Vous dites quelque part aussi que des milliers de Tchadiens qui fuyaient les incessantes guerres, les incessants conflits, furent l'objet de la solidarité de leurs frères africains, à un moment donné. Comment cela s'est-il passé? Par exemple, je prenais quelque part un exemple, je disais, il y avait eu plusieurs guerres à N'Djamena d'abord. La première guerre était juste une affaire de 2-3 jours, après il y avait la seconde guerre, et après la guerre de 9 mois. Donc au début, les Tchadiens se réfugiaient un peu à Koussiri, à Maïdougouri, un truc comme ça. Mais après, on s'est rendu compte que le Tchad est tombé dans un cataclysme impossible à décrire. Nous, on pensait même que nous sommes victimes d'une malédiction divine. Donc c'est comme ça que certains sont partis ailleurs, d'autres ont rejoint carrément. Par exemple, moi j'ai fait 2 ans en Bangui, j'ai fait 2 ans à Brazzaville avant de rejoindre la lutte. Donc d'autres sont partis au Burkina, d'autres... Où était le HCR, le Haut Conseil des réfugiés à cette époque-là? À Bangui, oui. Moi j'ai le statut de réfugié. Ah, ok. À la page 24, vous faites le portrait physique et moral d'Idriss Déby Itno durant son enfance et sa jeunesse. Vous le couvrez de tellement d'épithètes louangeuses que cela ressemble à une épopée. La question est de savoir, est-ce que vous l'avez réellement vu grandir, ou est-ce que vous vous êtes fondé sur des témoignages de ses proches pour composer ce portrait? Effectivement, donc, je ne suis pas de sa génération, mais je suis fondé sur les témoignages de plusieurs de ses amis de bas âge. Et puis, Dieu merci, j'ai eu aussi à assurer pendant 5 ans, j'étais chef de service militaire à la présidence de la République. Donc, ce qui m'a amené à le connaître un peu mieux de plus près. Et en réalité, l'histoire n'est pas si élogieuse. On m'a dit même que j'ai fait l'apologie du président Déby. Alors que c'est le méritoire, c'est ce qui est écrit, tout est vrai et réel. Ce n'est pas une apologie, ce n'est pas élogieux comme vous le dites. Je pense que ce n'est même pas suffisant. Ok. Alors, d'après vous, le président Idriss Déby Itno est le fruit d'une suite de prophéties, on peut le dire, d'oracles divins, de phénomènes surnaturels qui montrent qu'il est l'homme qu'il faut pour le Tchad. Vous voyez? Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer 1 ou 2 de ces exemples, des exemples de ces preuves que vous avez recueillies? D'abord, il a hérité d'un pays qui était totalement chaos, qui n'existait même pas. C'est-à-dire jusqu'en 90, jusqu'à l'avènement du MPS, le Tchad n'existait que peut-être d'une manière très basse. De deux, lui, il a pu déjà organiser, refaire, ressouder le pays, reconstruire le pays. Ça, c'est un truc qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait réalisé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que c'est grâce à lui que le pétrole a surgi au Tchad. Parce que tous ses prédécesseurs ont échoué. Ce qui signifie qu'il a déjà la baraka. Parce que comment voulez-vous que de 1960 à 1990, ça fait déjà 30 ans, que tous les autres chefs d'État
tchadiens n'ont pas pu même, ne serait-ce que même, équisser même celui du pétrole. Ça, c'est une des premières des choses. Et ce pétrole a transformé le pays, le Tchad, en entier. On est convenu, on est sûr qu'à l'époque, nous n'avons même pas de route. Ici, Moundou, ici, à Béché, il fallait peut-être un mois ou une semaine de parcours. Alors que maintenant, peut-être en quelques fractions d'heures, on peut arriver d'un point à l'autre. Ça, c'est déjà un point très positif. Nous avons eu aussi à savoir combien des universités, combien des écoles, combien des hôpitaux ont été créés. La ville de N'Djamena, je décrivais quelque part là-dedans, ressemblait en réalité à un faubourg. Il n'y avait rien. Il n'y avait que notre longiville building de Moursal. Il n'y a rien d'autre qu'avant ça. Donc grâce à lui, et c'est une évidence, il est le meilleur pour le moment parmi tous ses prédécesseurs. Okay. Vous utilisez des mots très durs à l'endroit du général soudanais Omar El-Béchir. Pourquoi, alors qu'avant sa destitution par le peuple soudanais, donc Khartoum et N'Djamena avaient des relations bilatérales des plus cordiales? Vous le prenez comme... non, mais en réalité, le président soudanais El-Béchir, à l'époque, il a instrumentalisé les rébellions. Il nous a créé la rébellion, ils sont venus 2 fois attaquer la ville de N'Djamena. Vous êtes là tous. Donc, ce qui fait que pendant 4 ans, au lieu de comparaître son problème de Darfour, qui était un problème international, il a conjuré, il a laissé ça, il est venu maintenant attaquer le pays, le Tchad, parce qu'il est sûr que ce pays-là serait une des merveilles de l'Afrique. Mais on dit aussi quelque part que l'arrivée du MPS ou alors de ceux qui ont fait la guerre avec lui pour venir chasser Hissène Habré, oui, ils sont passés aussi par le Soudan. Bien sûr, bien sûr. À cette étape, c'est que, bon, c'est une réalité. Même le Froudna a été créé au Soudan, à Niala, en 1965. Mais ceci ne veut pas dire qu'il fallait maintenant instrumentaliser un pays, lui faire la guerre, lui faire connaître tous les malheurs du monde, alors que nous sommes en train de penser à nos plaies. Le Tchad vient de loin, comme on dit certains. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu dire que le catalyseur de cette transformation, qui n'est encore que le président Déby. Mais chacun se glorifie de dire que non, le Tchad revient de loin, tout ça. Non, le Tchad, c'est vrai que ça revient de loin. Avec nos multiples guerres, avec nos multiples déplacements, avec tout ce que nous avons vécu. C'est une évidence. Mais à cela, s'attaquer au moment où le Tchad commence à décoller. Au moment où le Tchad... Pourquoi pas, je n'ai pas parlé de la Libye. Il fallait peut-être aussi parler de la Libye, de Gaddafi, qui nous a fait aussi la guerre pendant des années. Mais ce n'était pas comme celui-là. Celui-là a été instrumentalisé, téléguidé, créé de toutes pièces. À la page 58, vous attribuez des dimensions monstrueuses à la ville de N'Djamena. Vous parlez de 60 km sur 40. Oui. Voilà. En tant qu'habitant de cette ville, je suis complètement stupéfait parce que on se demande dans quel service cadastral vous avez recueilli ces données. Tu n'as même pas besoin de chercher sur un plan cadastral. Il suffit de te rendre compte que tu quittes après Milésie et tu pars jusqu'à Gassi. Ça va faire combien de kilomètres? Donc ça c'est proportion est-ouest. Bon, tu prends par exemple de Toukra jusqu'à Lamadji. Ça va faire combien? Il y avait à l'époque, nous on pensait qu'à l'époque, le Mungeli, plutôt Walias, hein? C'est Walia. Walia, même on le considère comme une sous-préfecture. Ce n'est pas de la ville de N'Djamena, bien sûr. Alors, en lisant aussi votre œuvre, on dirait que vous donnez beaucoup d'appréciations et des appréciations qui vont au-delà. Si moi je n'étais pas un Tchadien comme vous, vivant sur ce territoire, je me dirais que le Tchad est le premier pays au monde en termes d'indice de développement humain, en termes d'infrastructures et en termes de télécommunications et de tout autre genre. Mais comme nous sommes dans la réalité au pays, on se demande, est-ce que vous n'êtes pas en train d'hyperboliser un peu la description du Tchad? Non. Toute proportion gardée, ce que j'ai décrit ici, le Tchad seulement dans un temps un peu très court. J'ai dit en 3 ans ce que le président Déby a fait, c'est-à-dire juste après le 2 février, le Tchad a été totalement transformé, avec des choses gigantesques que personne ne pouvait imaginer. Donc la ville de N'Djamena, quelles que soient les conditions, je crois que on est arrivé à un, comment on appelle, le pays en voie de développement. Au lieu de pays sous-développés,
Nous sommes déjà en voie de développement. Après cela, est-ce qu'on peut dire maintenant que, d'après votre livre, l'émergence dont on parle n'est pas dans le futur, mais elle est déjà actuelle? Elle a déjà commencé. Ok. Bien. En vous lisant vers la fin, vous avez l'impression que vous n'avez pas tout dit des réalisations, peut-être du MPS, du président Idriss Déby Itno, parce que l'œuvre est parue peut-être un peu plus tôt. Et s'il y avait quelque chose à ajouter, qu'est-ce que ce serait-il? En réalité, c'est-à-dire que ce livre-là, quand je l'ai écrit, effectivement, je vais revenir après sur ça, c'est-à-dire qu'il y a des thématiques qu'il fallait comprendre. Comment le MPS est créé, comment ils ont planifié la lutte de libération, comment on a réorganisé l'armée nationale tchadienne, comment on a restauré l'État, comment on a mis l'autorité de l'État. Tout ces condensés en font que le livre ne pouvait pas être trop complet. Le livre ne pouvait pas être trop complet pour la simple raison que je l'ai écrit, comme j'ai dit, en 2012. Donc en 2012, de cette période, il y a beaucoup de choses que j'ai même effacé certaines réalités. J'ai effacé certaines réalités parce qu'elles sont déjà dépassées. Mais il est évident que le livre, il y a un second livre qui va sortir d'ici, Inch'Allah, quelques mois, qui est intitulé d'ailleurs, qui prend la fin même du livre. J'ai dit Idriss Déby Itno, une bénédiction pour le Tchad, une merveille pour l'Afrique. Donc on vous prendrait définitivement comme un biographe du président Idriss Déby Itno? Non, au-delà de me glorifier de ces titres, c'est des choses que je sais et puis j'entends d'écrire, pas un biographe. Je n'ai même pas cette prétention-là. Ce livre qui retrace le parcours du président Idriss Déby Itno, ses réalisations, nous venons je crois que c'est en ce mois de mars où le MPS a fêté ses 30 ans à Mungo. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que le pari est gagné par ce parti politique de majorité présidentielle? Non, sur ça, il n'y a même pas de doute. Il n'y a pas de doute pour la simple raison que les 30 ans de l'anniversaire du MPS, il faut se glorifier d'une chose, que le Tchad est en paix maintenant. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, que le Tchad a associé tous les partis politiques, autres, le MPS plutôt, a associé tout dans la gestion de la chose publique. De trois, vous n'avez pas demandé quelque part. Le MPS et le président Déby avaient initié une théorie qui s'appelait la démocratie consensuelle et participative. Oui. À cette époque-là, cette démocratie consensuelle et participative, elle est déjà très rare au monde. Et je crois que certains pays africains, dont même la France de Sarkozy, ont déjà pris une bonne partie de cette théorie-là. Vous pensez que c'est cette idéologie qui convient mieux au Tchad? Même au monde, comme la France même a copié. Toutes les autres. Même la France a copié combien de fois venant des autres pays. Comme on le dit, il n'y a rien de parfait dans le monde. Oui. Voilà. Personne ne peut dénigrer le chez lui, c'est une évidence. Mais si on vous demandait en tant qu'auteur de dire ce qui ne va pas au Tchad ou bien ce qui ne vous plaît pas au Tchad, quelle serait votre réponse? Non, mais moi je suis dans ma logique. S'il y a quelque chose qui ne m'inspire pas, bon, ce n'est pas seulement moi, parce que moi je pense que nous avons maintenant assez des auteurs tchadiens. Mais ils n'ont jamais écrit en réalité tout ce que nous devrons dire sur notre pays. Notre pays, c'est un pays qui est merveilleux, comme vous le dites dans votre spot à la télé. Et nous avons tout, nous avons la faune, nous avons la flore, nous avons des espaces rares, nous avons une géographie qui est exceptionnelle, nous avons le tourisme. Nous avons beaucoup de choses qu'on n'a pas encore dit et qu'il fallait dire. Que ça soit, pourquoi même dire que quand dit on quelque part, il faut toujours qu'on corrige la personne, parce qu'elle n'est jamais parfaite. Donc au fur et à mesure, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, mais on peut passer de gauche à droite, remédier et puis continuer vers la béatitude. S'il y avait peut-être des conseils à donner, quels seraient-ils d'après vous? Non, mais moi je pense que c'est comme j'ai dit, il ne faut pas trop cracher sur le pays. Il faut que les Tchadiens aiment leur pays. Il faut que les Tchadiens aiment leur patrie. Il faut que les Tchadiens... Il faut comprendre que nous n'aimons pas notre pays. Nous avons beaucoup de choses à apprécier ce pays-là. Nous avons même... D'ailleurs, je crois que nous sommes un don de Dieu. Mais malheureusement, on ne parle pas de bonnes choses que le Tchad a fait. On parle qu'on prend seulement... Surtout certaines personnes prennent le bilan négatif.
Non, non, non. Il faut d'abord aimer son pays. Il faut aimer ses autorités. Il faut aimer ce que Dieu nous a donné. En disant des bonnes choses sur le pays, nous pensons qu'on va encore trouver mieux que ça. Monsieur Mahamat Torbo Goukouni, est-ce que vous pouvez nous proposer la lecture, ne serait-ce que d'un paragraphe que vous allez choisir au hasard pour nous, de votre livre? Bon, mais il m'est très difficile de choisir un paragraphe parce que pour moi, tout est bien comme ça. Mais je vais prendre peut-être un peu à la volée. Ouais. Vous prenez la page 42. Ok. Je parlais de la guerre de 2 février. Après 72 heures de combat, les assaillants prirent la poudre d'escampette en abandonnant morts, blessés et supporters abasourdis. Ceux-ci ne furent point inquiétés. Les blessés rebelles sont transformés et soignés dans les hôpitaux au même titre que les légalistes. Quel humanisme! Grâce au tout-puissant miséricordieux, le président Idriss Déby et ses fidèles, dans un petit périmètre de la présidence à la gendarmerie nationale, sauvèrent la patrie. Clausewitz, Trotsky, MacArthur, ces légendaires théoriciens de la guerre se mordront les lèvres. Ils figureraient en bonne place au panthéon des praticiens de la guerre et sa stratégie prise en illustration et enseignée dans les grandes académies militaires. Dans tous les cas, ces glorieuses victoires reviennent à un seul homme, le président Idriss Déby Itno, qui accepta le sacrifice suprême, celui de mourir les armes à la main. Celle d'un homme d'État qui décida au seuil du dernier souffle de ne plus abandonner son pays à l'incertitude en rejetant le privilège d'un exil présidentiel doré et assuré. Grâce à ce terrorisme extraterrestre, le Tchad a évité sa disparition totale, mieux sa somalisation. Monsieur Mahamat Goukouni Torbo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci beaucoup également à vous et puis je pense, Inch'Allah, vous revoir d'ici quelques mois avec mon second livre. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de ce numéro d'aujourd'hui, que je le rappelle était consacré au livre de M. Mahamat Torbo Goukouni, intitulé L'osmose ou le miracle d'Idriss Déby Itno Tchad, de l'état néant à l'état émergent. Le livre est paru aux éditions Al-Mouna en 2018. Merci à vous de nous avoir suivis et continuez bien entendu à suivre les programmes de Télé Tchad.